RCN. Le son de la différence. Le son des bulles sur RCN. Bonjour à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs de l'émission Le son des bulles. Vous êtes bien sur RCN 90.7. Nous sommes jeudi, il est 18h et on espère que vous allez très bien. Alors vous le savez sans doute, à la fin du mois se déroule le festival Livre d'ailleurs. Ce sera les 28, 29 et 30 mars sur la place Stanislas de Nancy, dans les salons de l'Hôtel de Ville. Cette année, il n'y aura malheureusement que 2 auteurs de BD présents, Laure Ibrahim et Miroslav Sekulic. Alors au départ, d'autres auteurs étaient invités. Mais comme vous le savez, dans certains pays, c'est pas toujours facile de se déplacer, de s'exprimer. Dans certains pays, le prix de la liberté est encore un peu trop cher pour qu'on puisse en bénéficier. Alors, on s'est dit que la liberté en BD serait un bon thème pour notre émission. Alors, pour en parler autour de nous, on a dans le studio les plus libres chroniqueuses et chroniqueurs que toutes les radios nous envient, bien sûr. À commencer par Françoise, qui sera toujours libre de dire ce qu'elle veut sans aucune censure. Bonjour Françoise. Bonjour Olivier, merci de la présentation. Je dirais surtout ce que je peux. Ah bah oui, c'est déjà bien. Sache que tu es libre. Et puis il y a Francine aussi qui aura la liberté de nous parler des actualités, bien sûr. Bonjour Francine. Bonjour Olivier, bonjour Françoise, bonjour à tous. Bonjour, ça va bien ? Ça va. Oh, super, il fait beau en plus. Et puis il y a Charles aussi libre que Max. Il y en a même qui disent qu'ils t'ont vu pédaler, Charles. Ah, c'est vrai, j'ai repris l'entraînement. Bon, après quelques difficultés de début d'année, il y a eu froid, j'ai eu la crève, j'ai eu mal aux pieds, etc. Bon, mais tout va bien. Ouais, et le vélo, c'est un bon médicament, je crois. Voilà. Ouais. Sauf que les côtes deviennent, je sais pas, il y a des changements géographiques. Je trouve que les côtes deviennent de plus en plus raides. Oui, ça c'est le changement climatique. Ouais. C'est ça peut pas être les muscles qui... non, bien sûr que non. On n'y avait pas pensé. Ni les muscles, ni l'âge, rien du tout. Il y a aussi Jean-Luc qui sera libre de nous envoyer des petits bruitages ou jingles s'il a envie, lui en prend. Bonjour Jean-Luc. Et nous accueillerons tout à l'heure Alain Bernard, l'organisateur du festival Bulle en Barrois, qui sera libre de venir quand il veut. Il n'y a pas de souci. On fait aussi un gros bisou à David et à Joris qui ont pris la liberté de ne pas venir aujourd'hui, mais qui auront la liberté de revenir quand ils veulent dans l'émission. Voilà. Mais avant de rentrer dans le thème de l'émission, la liberté, nous allons faire la connaissance d'un auteur de bande dessinée. Un auteur de bande dessinée qui est aussi discret que talentueux. Dans ses histoires, tirées de son imaginaire ou de son vécu, il explore la psychologie et l'intimité de ses personnages. Son coup de crayon est anguleux, sa palette de couleurs tire sur des tonalités d'ocre, de jaune et de vert, et elle se réfère, selon ses dires, à son enfance dans le pays haut de la Lorraine, quand la sidérurgie, poumon économique de la région, commençait à s'essouffler. Peut-être faut-il y trouver là l'origine de ces univers, souvent sombres et quelquefois oppressants, à l'image de Bone, un polar urbain sorti en 2020 chez Michel Lafon, et dans lequel un tueur en série se terre dans les profondeurs de la ville. En 2023, après une carrière commencée il y a 30 ans à tirer le portrait de ses personnages complexes, il lève le voile sur sa jeunesse passée à Hayange, en Moselle. Et dans 2 Roméo sous un arbre, paru chez Michel Lafon, il décide une enfance colorée par la grisaille des hauts fourneaux et retrace un événement familial qui résonne encore comme un coup de grisou dans sa vie. Et en ce début d'année, dans les librairies, la face crasseuse d'un panda balafré d'un trait rouge a attiré l'œil de beaucoup de lecteurs. Impact, polar écologique, co-réalisé avec Olivier Norek, sera sans nul doute l'un des best-sellers de 2025. Bonjour Frédéric Pontarolo. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission. Merci. Vous allez bien ? Oui, très bien, je vous écoute. Ah c'est bien. Alors, on vous a au téléphone, parce que vous êtes à Strasbourg, je crois. Oui, tout à fait. Très bien. Alors, vous savez, c'est un vrai plaisir de vous accueillir dans notre émission parce que ça fait un moment qu'on souhaite vous rencontrer parce que, en gros, vous êtes un peu un mystère pour nous. 30 ans de carrière, comme je disais tout à l'heure, une vingtaine d'albums et pourtant, quand on recherche des informations pour préparer les interviews, on ne trouve pas grand-chose. C'est pas facile à trouver. Il y a quelques articles, des biographies chez les éditeurs, quasiment aucune vidéo, des photos qui datent un peu, comme on en parlait tout à l'heure. Alors, vous pouvez nous expliquer... C'est bien les photos qui datent. Ouais, et vous pouvez nous expliquer un peu le pourquoi de cette discrétion médiatique ? Alors, j'en ai aucune idée, honnêtement. Je peux pas vous en dire plus là-dessus. C'est pas du tout une volonté de ma part, que ce soit clair.
Écoutez, il y a énormément d'auteurs, hein, il y a beaucoup de monde sur le marché. C'est un pur hasard, hein, si je suis discret, vraiment. Voilà, moi je passe ma vie à dessiner. Ensuite les livres sortent, on m'invite ou on m'invite pas dans des salons, on veut me rencontrer ou pas, on veut m'interviewer ou pas comme vous aujourd'hui. Voilà, c'est pas moi vraiment qui qui décide de tout ça. Vous savez, ça peut être le fait de l'éditeur aussi, hein, qui vous met en avant ou qui vous met pas en avant. Donc voilà, cette discrétion dont vous parlez, j'en suis absolument pas responsable. Voilà, c'est pas quelque chose de voulu. Non. Parce que j'avais entendu dans une interview, alors c'était en 2018, hein, ça date un peu, sur une radio à Strasbourg, que la promotion, c'était pas forcément votre tasse de thé, peut-être. C'était pas le point fort de votre métier, l'élément le plus intéressant. C'est pas la promotion qui me pose problème, c'est que je suis un peu, c'est vrai, j'ai tendance à vivre un petit peu enfermé, on va dire, mais parce que, comme je vous disais avant, je dessine beaucoup, je passe beaucoup de temps à dessiner, et je vois toujours chaque sortie comme un empêchement de faire mon travail. C'est devenu un peu une... chaque sortie à l'extérieur, j'avais cru chaque sortie d'un livre. De ça. Oui, non, je parle de chaque sortie de chez moi, de mon atelier. Voilà, c'est autant de cases qui sont pas faites. J'ai un peu une phobie de ne pas arriver à faire ce que j'ai à faire, tout le travail que j'ai à faire. Donc c'est vrai que j'ai tendance à rester un peu le plus longtemps enfermé à dessiner. Pas très bon pour la santé, je le sais, mais voilà, c'est comme ça. On n'a pas donc, de santé. Mais une fois que je suis sorti de chez moi, tout va bien. J'ai pas spécialement envie d'y retourner, si vous voulez. Le plus dur est de sortir, en fait, de couper le travail, de couper le dessin. J'ai un peu de difficultés avec ça, mais bon. De couper le fil. Alors, quand j'avais vu ça, moi, comme il y a peu d'informations, je me suis bâti un mythe autour de vous, hein, et j'ai vu que vous faisiez quand même beaucoup de BD tout seul. Les scénarios, les dessins, le graphisme. Oui. Alors, du coup, je me suis dit, on doit avoir quelqu'un qui vit tout seul au fond de sa grotte à Strasbourg. Je ne vis pas tout seul, je vis avec une femme et 2 enfants. Ah oui, non, c'était pas ma question, c'était plus le partenariat avec d'autres. Est-ce que j'ai envie de partager? Je ne sais pas si c'est un choix aussi. Puis d'ailleurs, j'ai fait d'autres livres. J'ai pas beaucoup fait de livres avec des scénaristes, mais quand même, j'ai travaillé avec 2 scénaristes. Et ensuite, j'ai adapté quand même 3 romans. Voilà. Oui. Donc, au final, je ne suis pas si solitaire que ça. Voilà. Alors, solitaire ou indépendant. Ou indépendant. Alors, comme on disait tout à l'heure, Impact, c'est votre dernier album qui a été co-signé justement avec Olivier Norek. Il passe pas inaperçu dans les librairies. Hein. En une ligne, vite fait, Impact, c'est l'histoire de Virgile, un ancien militaire qui essaie de réveiller les consciences face à la catastrophe écologique qu'on vit en employant des moyens terroristes. Hein. Comment ça s'est passé la genèse de cet album, votre rencontre avec Olivier Norek, etc. Eh bien, Olivier Norek est édité chez Michel Lafon, moi aussi depuis 3 ou 4 albums. Voilà, donc je savais qu'il cherchait à adapter Impact. Mon éditrice m'avait parlé. Et donc voilà, la rencontre s'est faite par le biais de l'éditrice, hein, qui nous a mis en relation. Enfin, disons qu'elle a proposé mon nom à Olivier Norek. Voilà, c'est comme ça que ça a débuté. Ensuite, il y a tout un travail de préparation, et d'approche, on va dire, d'approche. Moi, il fallait que je lise son livre, que j'y trouve matière à adapter. Il fallait aussi que le livre me plaise, évidemment. Je l'avais pas lu à ce moment-là, donc j'ai lu le livre et puis j'ai été tout de suite emballé par la lecture de ce livre qui se lit vraiment d'une traite, qui est très très prenant dans le rythme et dans la manière d'écrire. Ensuite, lui, il fallait qu'il soit d'accord sur ce que j'allais proposer graphiquement. Oui, il fallait que ça lui plaise aussi de son côté. Voilà, il fallait que ça lui plaise. Il avait vu un peu mon travail, donc voilà, ça lui plaisait de prime abord. Ensuite, il voulait voir ce que j'allais pouvoir faire avec son histoire. Donc, j'ai fait quelques pages d'essai très rapidement, et puis ça lui a plu, donc on a démarré comme ça, voilà. Et comment ça fonctionne du coup ce travail-là? Parce que l'adaptation, c'est vous aussi, vous travaillez sur le scénario, quoi. Alors que on pourrait dire que le fond, c'est l'auteur qui l'a réalisé. Ce travail à 2, comment ça se passe? Le travail à 2, alors il y a eu beaucoup d'échanges, évidemment. Il y a eu quelques discussions sur les personnages, sur quelle était son intention à lui quand il a écrit ce roman, etc. Donc moi, j'avais besoin de comprendre
voilà, comment il avait porté ce livre et ce qu'il y avait mis de personnel aussi. Et je voulais surtout pas dénaturer son œuvre, hein. C'est-à-dire que ça, c'est une promesse que je m'étais faite et que je lui avais faite. Je voulais que l'album ressemble à son livre. Enfin, il n'était pas question de trahir ou de déformer des choses. Je voulais vraiment que ça colle à son roman. Donc, moi, le travail d'adaptation, il se fait finalement assez simplement, hein. Moi, j'ai lu le livre, j'ai tout de suite attrapé comme ça les choses marquantes. Et de toute façon, l'écriture elle-même du livre est très très cinématographique et très temporelle entre guillemets. C'est-à-dire que ça s'enchaîne et il y a vraiment pas, c'est quasiment un storyboard presque. D'accord. Son roman, donc dans le sens où il y a voilà, on suit vraiment, on est dans l'action, on est dans on est dans l'action et donc en fait c'est un déroulé vraiment. C'est une route pavée d'or, quoi, si on veut. C'est-à-dire, j'ai pas eu un gros travail, si vous voulez, d'adaptation dans le sens où j'ai pas dû enlever beaucoup de choses, j'ai pas dû remanier la narration. Elle était d'elle-même déjà parfaite, quoi, pour moi. Donc voilà, moi j'ai écrit le scénario vraiment en suivant ces chapitres. Il y a évidemment quelques interventions de ma part pour enlever des choses ou ajouter quelque chose qui manquait, mais globalement, le scénario est très proche du roman, hein. D'accord. Donc, dans ce sens-là, quand je lui ai envoyé le scénario, enfin ma version du scénario de son roman, c'était bingo tout de suite. Enfin, vraiment, on n'a pas eu de grosse discussion sur le scénario, hein. On sent de toute façon que moi j'ai pas lu le roman, mais rien que la bande dessinée, elle est déjà assez forte, quoi, parce qu'il y a une ambiance, hein, votre ambiance que vous mettez aussi, et puis cette histoire là qui est assez forte. Cette histoire, c'est un roman, comme on disait, sur l'écologie, sur notre perception de la catastrophe. Vous, votre rapport à l'écologie, il est comment ? Il est plutôt engagé, ou soft? Alors, engagé comment ? Je suis pas engagé, je suis pas un militant. C'est ça la question. Je suis pas engagé au quotidien dans l'écologie. Ah, je trie mes déchets comme tout le monde, voilà, mais j'essaie de faire attention à tout, aux lumières, à l'utilisation de la voiture. Enfin voilà, j'essaie de faire à mon niveau, au niveau de la famille, voilà, du bon sens, quoi. Voilà, mais je suis pas engagé. Néanmoins, j'ai toujours écrit des histoires qui ont parlé un peu quand même, notamment mon tout premier album qui s'appelait Nassir et les machines, qui racontait déjà un monde qui était envahi par ce que j'avais appelé la rouille grimpante, c'est-à-dire une espèce de pollution qui grignotait en fait toute la ville, et on se rendait compte à la fin de l'histoire, c'était une histoire en trois volumes, que la Terre était devenue inhabitable et que l'histoire se passait pas sur Terre, mais dans une espèce de Terre artificielle. Donc j'avais déjà parce que j'ai toujours eu cette obsession de la fin du monde, peu importe les raisons d'ailleurs qui amènent cette fin du monde, hein, que ce soit l'écologie, que ce soit les guerres, etc. J'ai toujours été fasciné par la fin potentielle de notre petit monde. D'accord. En fait, l'idée, c'est, est-ce que si c'était un album autre que sur l'écologie, ça aurait matché aussi, en fait. C'était ça l'idée par rapport... Il se trouve que c'était un album sur l'écologie, voilà, et que c'est en plus un polar, donc parce qu'il y a le discours écologique, mais derrière ça, ce discours est transporté par une enquête policière. Oui. Donc c'est à double niveau. Donc les deux m'ont plu, si vous voulez. C'est pas spécialement le discours écologique qui m'a fait signer ce projet. C'est plus la rencontre avec le livre, avec l'auteur, effectivement, qu'un combat militant avec un message à donner, quoi, c'est ça ? Oui, voilà. C'est-à-dire, j'ai jamais eu l'intention de faire un livre militant sur l'écologie. Il se trouve que là, c'est arrivé, mais parce qu'il y avait autre chose aussi derrière, voilà. Et il se trouve que vraiment, le ton global de ce roman m'a plu. Pour moi, j'ai vu vraiment quelque chose d'assez violent et d'assez percutant, quoi. Je trouve que la façon dont il amène les choses. Pourtant, on peut vraiment détester ce personnage parce qu'en fait, c'est un terroriste. Le héros Virgile Solette, il procède à une forme de terrorisme, donc que je cautionne pas évidemment, et que l'auteur, d'ailleurs, Olivier Norek, ne cautionne pas non plus. Mais il y a vraiment quelque chose d'assez fort, je trouve, qui m'a plu. Ça aurait pu être un autre combat, d'ailleurs, mais par le personnage que ça m'aurait, je pense, tout autant plu.
Oui, parce qu'il va jusqu'au bout. Hein, le personnage, là, il met tout cet axe, tout ce contexte terroriste qui va jusqu'au bout, quoi, en fait. Il va jusqu'au bout. Ouais. Et alors, j'y trouve aussi un écho dans mon métier à moi et dans ma vie à moi. C'est-à-dire que, faire de la BD, c'est pas si facile que ça. C'est un combat permanent pour avancer, pour faire les images. C'est quand même assez... c'est un métier qui prend du temps. Enfin, je veux dire, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie et de temps de faire un album. Surtout un album de 140 pages ou de 200 pages. Il faut avoir un côté acharné. Il faut vraiment... Puis ensuite, pour trouver des éditeurs pour les projets. Enfin, tout ça est un travail de longue haleine. Moi, ça m'interpelle toujours, effectivement, cette énergie à mettre pour faire des dessins, alors que l'écriture avec des lettres est je dirais plus rapide ou peut-être plus simple, et puis on peut plus facilement revenir dessus. Et cette énergie à mettre dans une bande dessinée, c'est quoi qui vous a motivé au départ de dessiner? Je sais pas, une appétence pour le dessin depuis tout petit? J'ai toujours eu une appétence pour le dessin, oui. Dès le collège, en fait. J'avais déjà été repéré, vous savez, c'est un peu une image d'Épinal, mais j'avais été repéré comme le bon dessinateur de la classe. Voilà, et puis j'aimais beaucoup écrire. J'ai toujours été assez bon en français. J'écrivais des histoires déjà, je dessinais en parallèle. Et puis un jour, j'ai vu... je lisais pas beaucoup de bandes dessinées à cette époque, je lisais des bandes dessinées classiques, on va dire. Hein. Et puis un jour, j'ai découvert des auteurs qui étaient plus des auteurs picturaux, comme Enki Bilal, par exemple, qui faisaient un peu de la peinture pour moi. Et moi, je voulais faire aussi de la peinture. J'étais très intéressé par la peinture, et donc je me suis dit, on peut raconter des histoires et on peut aussi avoir un dessin qui n'est pas un dessin juste au cerné noir avec du remplissage de couleurs, mais un dessin qui est proche de la peinture. Alors, quand vous parlez couleurs, alors moi quand j'ai regardé, je n'ai pas tous lu, il y a beaucoup d'ocre, de rouge, et hier il y a quelqu'un qui a dit de vous, c'est des livres avec la couleur d'un automne sans fin, donc j'ai retrouvé un petit peu ça. C'est un choix enfin oui, j'imagine que c'est un choix, enfin voilà, il y a... Oui, c'est un choix. Oui, mais lequel alors? Là, je ne sais pas comment poser ma question. Non, mais vous avez bien cerné. Vous avez dit quelque chose dans l'introduction, c'est que je suis né en Lorraine, et donc moi, dans mon souvenir, les couleurs que je vois quand je pense à mon enfance, c'est des couleurs que je mets dans mes albums. C'est-à-dire, c'est des ocres, c'est de la rouille, c'est de la poussière grise. C'est vraiment ça. Moi, j'ai grandi avec l'image au fourneau des trains qui transportent l'acier. Enfin, à Yanges, Montange, à Gondan, j'ai vécu dans toute cette région-là, toute ma jeunesse. C'est ces couleurs-là qui me bercent, quoi. Et l'automne, effectivement, c'est une bonne remarque, puisque je suis un grand fan de la saison. Couleur d'un automne sans fin. Je trouvais que c'était une jolie phrase. J'aimerais que l'automne soit sans fin, en fait. J'aime beaucoup cette saison. La grisaille, la couleur des feuilles. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Et qui est un peu votre identité, en fait. Oui, complètement. Hein. C'est pas vraiment des choix conscients. Je ne me suis pas dit, tiens, je vais faire un automne sans fin. Non, mais voilà, c'est comme ça. Mais justement, parce que votre style est vraiment identifiable, hein, il est assez unique d'ailleurs. Ça vous est pas venu à l'idée un jour, comme d'autres le font, comme Zep ou Larsenet, où ils sont capables de faire du gros nez comme du réaliste, vous de passer sur un autre style, un autre registre? Si, c'est quelque chose c'est un questionnement qui est d'ailleurs assez permanent chez moi, parce que j'aime autant le dessin réaliste que le dessin beaucoup plus brut, comme Hugo Pratt par exemple, ou Larsenet par exemple, j'aime beaucoup. Moi je me situe un peu entre les deux. C'est un peu comme si j'avais pas réussi à faire de choix. Enfin, choisir, c'est renoncer. Mon dessin est ni très réaliste, ni très simple, il est entre les deux. Et donc voilà, j'avance avec ça. Vous savez, le dessin, c'est parfois une tare. Enfin, on traîne des fois des choses qu'on subit, quoi. Enfin, moi, je trouve que c'est un don. C'est un don. Ça peut être aussi une malédiction. Enfin, c'est-à-dire que. Ah oui, ça dépend comment on n'est pas obligé d'aimer son dessin, d'ailleurs. Hein. Je ne pourrais pas dire que j'aime mon dessin. Je fais avec lui. D'accord. Voilà. Des fois, j'essaie de le tirer vers le haut. Des fois, il me résiste. Enfin, voilà. C'est un rapport assez étrange. Hein. On maîtrise pas tout, en fait. Ah oui, donc c'est vrai que j'aimerais faire des fois des choses extrêmement réalistes, parce que j'ai toujours aimé, c'est mon côté peintre qui est plus ancien. J'ai toujours aimé les matières, essayer de reproduire des matières réalistes, et je suis en même temps attiré par les choses beaucoup plus épurées. Et donc voilà, j'arrive pas, je peux pas faire de choix, je peux pas faire l'un ou l'autre. J'ai besoin des deux, en fait. Je pense que j'aurais un manque si je partais dans une direction ou dans l'autre.
Donc Il voilà. va falloir réfléchir pour le prochain album, ou alors il est déjà en route peut-être. Ah bah justement, parce que ces dernières années, il y a une sortie assez régulière de vos albums, hein, en 2016, 2017 jusqu'en 2025. Là, on imagine que vous êtes déjà J'ai jamais arrêté en fait, oui. sur un projet. Il y a, On peut savoir? Oui. Vas-y Olivier, demande, on peut savoir? Écoutez, il y a plusieurs projets en cours. Il y a des projets personnels que je suis en train d'écrire sur des scénarios de moi-même. Voilà. Il y a la possibilité de faire autre chose avec Olivier Norek. Voilà, mais rien n'est à ce jour là où je vous parle, rien n'est décidé, rien n'est enclenché. C'est une période un peu de voilà, c'est une période où j'attends, en fait, j'attends que les choses se calent. Avec Olivier Norek, je suis pas le seul à décider. Voilà, il y a lui, il y a l'éditeur. Moi, je suis évidemment très très partant pour retravailler avec lui. J'aime beaucoup son écriture et son univers, notamment en polar. Donc voilà, là, on est en train de réfléchir à une suite avec lui. On attend que l'éditeur nous donne un accord, voilà, tout simplement. D'accord. En attendant, je travaille sur d'autres projets personnels. J'avais une envie d'adaptation de Kafka, par exemple. Ah oui. Voilà, dont les bases sont posées, mais je vais aller. Enfin voilà, j'attends, quelque chose va sortir de tout ça, et de toute façon, tous les projets que j'envisage, ce sont des projets qui me plaisent. Donc je prendrai celui qui apparaîtra devant moi. C'est ça. Eh ben, très bien, Frédéric, le temps passe très vite en votre compagnie. On a encore beaucoup de questions à vous poser, mais malheureusement, ce sera pour une prochaine fois. Oui, mais c'est vrai qu'il y a des questions. Qu'on vous rencontrera bientôt. Le prochain salon, vous allez où? Alors là, je vais à Lens le week-end prochain. Ah, je ne sais pas si on nous paye le déplacement à Lens, non? On va négocier ça avec RCN. D'accord, à Lens. Voilà. Écoutez, personne ne m'a invité à Nancy pour l'instant, donc mais je viendrai avec plaisir si on m'appelle et qu'on me propose quelque chose dans la région. Ah bah voilà, d'accord. On va essayer de voir un peu ce qu'on peut faire de notre côté. Avec notre réseau Gigantex, préparez-vous. Voilà. Écoutez, alors je vous avais demandé en préparant l'interview, là on a une émission sur le thème de la liberté, si vous aviez quelque chose à conseiller à nos auditrices et auditeurs, que ce soit bande dessinée ou roman ou autre. J'ai adapté en 2020 1984 de George Orwell, ça me semble être un bon livre pour réfléchir à ce qu'est la liberté, peut-être. Oui, c'est vrai, c'est pas mal. Donc on va se plonger dedans. Si la bande dessinée se met à nous faire réfléchir, alors là... écoutez, pour moi, ce n'est que ça, la bande dessinée. Ah oui, tout à fait, j'aime bien. Bien, merci beaucoup Frédéric pour cet échange. J'espère que cela a permis à nos auditrices et auditeurs de vous connaître un peu mieux. Pour aller plus loin, le mieux c'est de plonger dans vos albums qu'on trouve dans les librairies. Et pour aller encore plus loin, auditrices et auditeurs, vous avez jusqu'au 13 avril pour visiter l'exposition rétrospective qui vous est consacrée, Frédéric, et qui se déroule à la Galerie Napoléon, 2 rue d'Argenteuil à Paris. Et tout puis fait, voilà, donc ça c'est juste qu'on a encore un petit mois pour y aller. Et là, il y a des choses qui sont vraiment remarquables. Remarquables. Merci beaucoup. On va passer la pause musicale. Et c'est vous qui l'avez choisi aussi. Oui, un petit chanteur pas très connu, je pense. Je m'attends à tout. Qui annoncer le morceau. Qui s'appelle donc ce petit chanteur? Je vous laisse faire le lancement. David Bowie. Et pour avec une chanson qui s'appelle I'm Deranged, qu'on peut entendre dans la bande-annonce du film de David Lynch, Lost Highway. On va écouter ça. Merci beaucoup, Frédéric. Merci beaucoup, à bientôt. Bonne continuation. Merci et à bientôt. À bientôt. 18h, 19h, le son des bulles sur RCN. Ah, c'était passionnant cette interview avec Frédéric Pontarolo. On en profite pour dire bonjour à Alain Bernard qui vient d'arriver. Bonjour Alain. Bonjour à tous. Ça va bien? Très bien. Bon, on aura l'occasion de reparler tout à l'heure avec toi du festival Bulle en Barrois. Et en attendant, on va commencer les quelques propositions d'albums sur le thème de la liberté avec Françoise. J'ai la chance d'ouvrir le feu, si je puis dire. Alors, sur le thème de la liberté aujourd'hui, soit un coup de cœur, soit un coup de pub, je ne sais pas trop, je vous parle d'une BD, évidemment, présentée sur le festival Livre d'ailleurs, porté par l'association Diwan en Lorraine, qui prône la bibliodiversité, j'adore ce mot, et sur le thème cette année de la littérature orientale, et qui se passe du 28 au 30 mars à Nancy, pas mal dans les grands salons de l'Hôtel de Ville. Alors, sur le thème de la liberté, j'ai choisi
qui a tué Asma'an et qui nous évoque 3 femmes au travers de cette bande dessinée. Alors les textes sont, désolé pour la prononciation, Nadia Natroubi Safsaf, donc qui a fait une documentation très orientée sur un personnage, donc Asma'an. Les illustrations sont de Laure Ibrahim, je vous en parlerai plus loin parce que vraiment c'est un beau personnage, même si elle est bien vivante. Et Asma'an, donc, figure légendaire du monde arabe, qui a vécu Syrie, Liban et Égypte en allant d'un endroit à l'autre, dans une période troublée, aux alentours de 1940, avec des guerres un peu partout. C'est un livre de femmes, donc, au pluriel, et qui parle d'une femme libre. Parce qu'on y parle de la liberté des femmes, de femmes libres en l'occurrence, parce que si la liberté de penser, de vivre, de chanter, d'être vue, d'aimer est malmenée actuellement, enfin, moi, ça m'inquiète un petit peu, notamment pour toute la gent humaine, les hommes, dit-on, avec un petit H. Voilà. N'oublions pas que ça touche encore plus cette espèce de sous-ensemble, je fais exprès de choisir le mot, que sont les femmes. C'est-à-dire pour nous, ça devient quand même de plus en plus difficile de vivre libre, comme ça fut avec des restrictions dans l'histoire, et notamment à la période de vie d'Asma'an. Alors c'est sa vie, de cantatrice et actrice, elle est baptisée la divine, c'est quand même pas rien, qui évolue dans le monde arabe dans les années 40, donc je vous l'ai dit. C'est une diva dont on dit que la beauté et la voix font tourner la tête des hommes, mais qui mourra vers 27 ans dans un accident de voiture, qualifié de bizarre. Il y a eu des enquêtes derrière et le livre, c'est ça. Alors, c'est ça le sort des femmes libres. Elles font tourner les têtes, mais il y a toujours quelqu'un qui veut la leur couper, même si les fascinés peuvent être aussi les bourreaux. Comprenez-vous, elle chante, elle fait du cinéma, elle voyage, seule si possible en plus, sans homme, sans mari, sans conjoint, sans frangin, sans rien. Elle parle 4 langues, elle s'implique dans la géopolitique de son pays. Elle a quand même que 27 ans quand elle fait ça, puisqu'elle décède à 27 ans. On en a brûlé pour moins que ça, dans une autre période encore plus trouble. Alors cet accident de voiture où elle périt, c'est source de toutes les rumeurs, de tous les règlements de compte. On lui prête des tas de choses. Sur chaque angle aigu de sa vie, on imagine que quelqu'un a pu tuer. Qui a tué Asma'an, pardon, c'est donc le titre du livre. Un amant, parce qu'elle en a eu. Un mari, un ex-mari, parce qu'elle a été divorcée 3 fois. Une autre diva, elle était quand même rivale avec Kaltoum. C'est une légende, Asma'an, dans le monde arabe. Ou alors les Français, les Anglais ou les nazis, parce qu'elle fut un peu espionne, ou alors sommée de l'être, enfin voilà, dans les rencontres qu'ils font dans les fuites. Ou alors le clan d'où elle vient, parce qu'au départ, c'est une princesse. Et dans son clan, on enferme les épouses dans des beaux palais où elles doivent rester, et elles sont sommées d'y être heureuses. Donc, sous prétexte d'explorer tous les auteurs possibles de cet accident, c'est sa vie qui nous est dévoilée. C'est intense, c'est libre. Alors, à la fois, ça fait envie. Mais une vie libre, ça se paye quand même. La route des choix n'est pas forcément de semer pétales de rose. Et on y voit des doutes et des errances. Elle se dit comme l'eau, tantôt scintillante, tantôt sombre. Et moi, j'agiterais insaisissable, comme un cours d'eau qu'on ne peut jamais saisir. Et ça, c'est donc l'histoire d'une femme libre, historique, Asma'an. Mais aussi, ce livre, donc, on parle d'une autre femme libre qui se bat pour la liberté et dont je veux aussi vous parler. C'est Laure Ibrahim, qui est libanaise, qui est contemporaine, illustratrice et graphiste de cette bande dessinée, qui a été diplômée en 2023 de l'Académie libanaise des Beaux-Arts. Donc, par ailleurs aussi, cofondatrice et directrice artistique du collectif Mazza pour la promotion de la bande dessinée au Liban. Alors, je connais un peu le Liban, mais quand je dis un peu, c'est vraiment un peu par tout ce qui en est dit. Il y a eu ces guerres, les difficultés de reconstruction, les troubles. Et pour moi qui vis en sécurité à Nancy, là où il y a du soleil en plus aujourd'hui, je suis admirative de cette volonté d'écrire différemment. Parce que la BD, quand même, c'est une écriture différente. Elle la prône, elle a choisi en plus de parler d'un personnage magnifié mais sulfureux, Asma'an donc, dont je l'ai dit, de décrire en amont ses doutes. C'est une grande prise de position, un engagement important et peut-être même plus. Alors cette version de la vie d'Asma'an est controversée, mais c'est une mise en image. Ça a été un choix de la part donc comment on appelle la scénariste. Voilà, la scénariste, j'ai pas le mot effectivement, merci, mais qui a été mis en image avec des couleurs très tranchées, comme des aquarelles, des dessins qui font penser justement à de l'aquarelle. Ça donne un trait dur et réaliste, comme le fut probablement la vie d'Asma'an. Donc, je ne connais pas toutes les intentions de Laure dans ce qu'elle a voulu porter dans cette bande dessinée en traduisant cette vie, quand elle s'empare de ce texte. Mais du coup, comme elle vient à Nancy justement, et je compte bien sûr la rencontrer le samedi 29 à la médiathèque de Vendeuvre. Elle va présenter sa bande dessinée sous l'intitulé « La BD malgré tout, un processus existentiel ». Je trouve que c'est une jolie phrase qui inspire le militantisme ou l'engagement, comme dit plutôt Ridwan, et pour écouter ce qu'est un combat avec des pinceaux quand on est une femme et qu'on veut décrire la liberté. Donc là, je vous y donne rendez-vous et j'espère vous y voir nombreux. À bientôt.
Merci Françoise. Eh ben, on y sera, ce rendez-vous à la médiathèque Jules Verne de Vendeuvre pour voir Laure Ibrahim et discuter de son album magnifique. Merci Françoise. Ah, c'est un vrai plaisir en plus. Ouais, c'est un plaisir qui est bien retransmis. On va repasser toujours d'histoire de femmes, Charles. Ah oui, donc c'est à moi. Écoute, comme on parle de liberté, donc je vais parler d'autre chose. Donc, évidemment... Alors voilà, comme d'habitude, on a l'habitude. Très bien. Donc, on est au mois de mars, donc quand même, c'est la journée de la femme. C'était le 8 droits de la femme. Mars, oui. Une journée, ça va. Bon. Donc, des droits des femmes. Mais des droits des femmes. Des droits des femmes. Bon, donc quand même prendre hommage à des autrices, mais comme je parle, moi, des BD du siècle dernier, il faut reconnaître qu'au siècle dernier, il n'y avait pas tellement d'autrices de bande dessinée. Mais, attention, celle qui était là, elle déménageait. Alors, je vais vous parler de Annie Gottsinger. Donc, voilà. Et donc, qui a fait des bouquins chez Largo. Donc, Annie Gottsinger, c'est une Parisienne. Et au départ, sa formation, elle était dessinatrice de mode. Et on va retrouver ce dessin délicat et puis le soin apporté aux costumes, aux toilettes, aux silhouettes dans ses bouquins, tout ça, ça se retrouve bien. Donc elle fait un dessin très très féminin, aquarellé, doux, mais c'est vraiment quelque chose qui a frappé à l'époque, parce que elle a commencé à dessiner dans les journaux courants, Tintin, Spirou, elle a dessiné dans ces bouquins-là. Et puis, elle a été dans Pilote, où là, elle a fait la connaissance d'un scénariste extraordinaire. Pierre Christin, qui, justement, il faudra qu'on fasse quelque chose sur lui. Il est mort au mois d'octobre récemment. C'est vrai qu'on donc, devrait Pierre faire Christin, une émission le scénariste de Valérian, Laureline, qui était... dessiné par Mézières, oui, c'est ça. Et puis aussi, on parlait d'Anki Bilal tout à l'heure, le scénariste d'Anki Bilal, Les Phalanges de l'Ordre Noir, Partie de chasse, oui. Donc voilà, un immense scénariste. J'ai appris aussi, il est un des fondateurs de l'école de journalisme de Bordeaux. Tout à fait. Donc bon. Donc elle a travaillé avec Pécrissin, donc ils ont fait ensemble 8 albums. Donc, alors il y a celui-là, la Diva, le Kriegspiel, il y a... alors j'ai été chercher dans le grenier, c'était celui-là, la Demoiselle à la Légion d'honneur. Et, je ne sais pas amener tous les 8, il y en a un autre que j'aime beaucoup, c'est la promeneuse de la petite ceinture. La voyageuse de la petite ceinture, oui, j'aime beaucoup celui-là aussi. C'est, la petite ceinture, c'était le chemin de fer qui tournait autour de Paris. Donc voilà, donc c'était une autrice extraordinaire, surtout comme je dis, à l'époque, elle n'avait pas beaucoup. Et elle a été honorée à Blois quand il y a eu un truc qui s'appelle le Grand Boom. Ils ont fait une exposition sur son travail, c'était en 2008. Et en 2014, un peu avant qu'elle nous quitte, parce qu'elle est morte en 2014, elle a fait elle a travaillé sur une dernière bande dessinée qui s'appelle Les apprentissages de Colette, c'est chez Dargaud. Alors voilà, donc... Et d'ailleurs, elle était venue au livre sur la place, juste avant qu'elle ne meure, justement. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de la rencontrer, et voilà. Donc, peut-être qu'on ne les trouve pas en librairie actuellement, mais dans les vides-greniers, etc. Ou si vous venez cambrioler ma maison, vous trouverez tous les bouquins d'Annie Gottsinger, dont je suis un grand fan. Alors, dans un tout autre style, alors là, attention, voilà, là aussi, c'est difficile à trouver, Les Frustrés de Claire Bretécher. Alors, Claire Bretécher, c'est une dessinatrice, mais avant tout, c'est une sociologue et une psychologue, puisqu'elle a fait quand même une maîtrise de psychologie. Alors, je vous dis le titre de sa maîtrise, Existence d'un amorçage différencié sur la nature de l'humeur. Bon, donc là, on est déjà on la reconnaît bien, mal barré. Là, donc, on a affaire à quelqu'un de très perché quand même. Et donc, elle a écrit, des bouquins, Les Frustrés. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était une femme d'affaires redoutable. C'est-à-dire que Les Frustrés, ici, on ne va pas Dargaud Gasterman, c'est elle qui éditait ses bouquins. Ah oui. Donc, c'était une dessinatrice, donc elle était née à Nantes, dans une famille hyper bourgeoise, avec un père militaire. Donc, elle s'est sauvée et elle a été à Paris. Et rapidement, elle a réussi à placer ses dessins, qui sont un peu dans le genre de la caricature quand même. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a été la fondatrice, avec Mandrika et Gottlieb, de l'Écho des Savanes, où là, ça a donné un autre ton différent à la bande dessinée. C'est-à-dire que là, on est passé dans ce qu'on appelle la bande dessinée adulte. Elle a été remarquée
par le Nouvel Observateur qui lui a demandé de faire une page d'études sociologiques chaque semaine. Et elle a fait ça pendant une trentaine d'années. Donc c'était au début les frustrés qui analysent, on va dire, des gens de la catégorie comme un peu supérieure. Hein. C'est pas des histoires d'ouvriers, c'est des histoires de cadres moyens. Ce qu'on appellerait des bobos maintenant. Voilà, un petit peu, donc elle les étrie. Mais c'était un travail de sociologie et de psychologie qui a été reconnu par les plus grands sociologues. Il y a Alain Barthes, Bourdieu, tout ça, qui ont parlé toujours de son travail. Elle a fait aussi, après, les états d'âme de cellulite, qui traitent des problèmes de l'adolescence. Là aussi, des bouquins qui ont eu un succès considérable, qui ont été adaptés en dessin animé. Voilà. Ah, ça, je sais pas. Donc, des autrices, après, il y en a eu beaucoup plus, mais celles-là, dans les années 60, 70, 80, c'était à peu près les seules qui ont existé. Voilà. Ça rentre quand même bien dans la thématique. Hein. Avec en Angleterre Posy Simmons. Ah oui, mais c'est en Angleterre, on ne leur cause pas. Ouais, c'est mais pas, quand même, je sais pas. Qui était un peu l'équivalent justement de Claire Bretécher Outre-Manche. Moi qui suis aussi d'autres siècles, c'est effectivement, ça a bercé mon adolescence, ces trucs-là. Ah bah oui, on sortait de... Oui. Là, on était dans la BD adulte avec des portraits qu'on reconnaissait chez nos parents, parce qu'on était... C'est pas nous. Non, mais ça rentre quand même dans la thématique de la liberté, parce que là, on est sur cette même alors aussi, ce qui est moins connu, c'est que Claire Bretécher a fait aussi une carrière de peintre. Il y a plusieurs ouvrages qui ont été consacrés à son travail, et aussi de publiciste. Elle a bossé dans la publicité. Elle était souvent demandée dans les médias, parce que c'était une belle femme, elle passait très bien. Elle nous a quittés en 2020. Mais c'était quelqu'un qui avait une présence extraordinaire, vraiment. Voilà. Merci Charles. Bon. T'as pris 2 mois quand même pour préparer la chronique. La série aussi que vient de sortir ou va sortir ce mois-ci, c'est chez Glénat, si je ne me trompe pas, justement une monographie sur Bretécher, qui est vraiment un gros pavé, très très complet. Alors, très bien. Elle suscitait beaucoup de jalousie parce que son surnom c'était Bretécher. Bretécher. Alors Françoise nous a parlé d'une femme. Charles nous a parlé de 2 femmes. Oui. Moi, je vais vous parler de 6 femmes. Toujours dans le domaine de la liberté. Respect. Alors, ça s'appelle Né rebelle, jeune fille au point levé. C'est paru en 2023 aux éditions Demain. Alors, cet album documentaire, et moi j'aime bien les albums documentaires, trace le portrait de 6 jeunes filles qui, dans leur enfance, se sont révoltées contre l'injustice, la privation de liberté, la dictature, enfin bref, comme contre tous les travers qu'une société hyper masculinisée peut engendrer. Et quand je dis révolté, c'est vraiment révolté. Hein. C'est pas comme moi quand je vais au supermarché, je vois le prix du café qui a encore augmenté, je me dis oh bah non, c'est révoltant, il y en a qui s'en foutent encore plein les poches, avant de passer au rayon conserve et dire la même chose. Non, elles ont vraiment sont vraiment des courageuses, elles ont ajouté l'action à la parole. Elles qui, du haut de leur dizaine d'années, du haut de leur adolescence, ont eu la force de s'opposer à des régimes liberticides. Elles ont été jusqu'au bout de leurs convictions et ont su fédérer autour d'elles des millions de personnes pour faire bouger un peu les lignes. Alors, on va parler dans cet album de Malala Yousafzai, qui, au péril de sa vie, a tenu tête aux talibans pour promouvoir l'éducation des jeunes filles. C'est quand même pas rien, je veux dire. Non, c'est pas rien. Greta Thunberg, qu'on connaît un peu plus, la jeune Suédoise qui depuis ses 10 ans se bat au niveau international pour faire reconnaître les droits de la planète. Emma Gonzalez, qu'on a connue aussi après une énième fusillade dans un lycée aux États-Unis et qui avait été la figure de proue de la lutte pour le contrôle des armes. Yousra Mardini, championne de natation syrienne qui est devenue la porte-parole des réfugiés après avoir risqué sa vie en traversant la mer Méditerranée dans un Zodiac surchargé pour échapper à la guerre. Et Melati et Isabelle Wichsen, alors j'espère que je prononce bien, des jeunes militantes écologiques qui, à 12 ans seulement, ont réussi à faire interdire les sacs plastiques en Indonésie en créant l'association Bye Bye. Alors, bien sûr, dans ces portraits, pour des raisons éditoriales, chaque portrait, chaque femme est réalisée en 15 ou 20 pages. Alors, c'est peu, mais en même temps, c'est suffisant déjà pour faire connaissance avec celles qu'on ne connaît pas et pour en savoir un peu plus avec celles qu'on connaît un peu mieux, comme Greta Thunberg ou Emma. Oui, on la reconnaît bien, ouais. Alors, chaque mini-biographie, bien sûr, est romancée pour une attache affective immédiate au personnage. Et les dessins
réalistes et sont très lisibles pour une immersion rapide dans la vie de chacune de ces femmes. Alors les scénarios sont de Fabien Morin, Julien Derain et Laurent Hopman. Et les dessins, chaque portrait est dessiné par un dessinateur particulier. Donc il y a Brett Parson, JG, Jocelyn Jauré, Vittoria Massiosi et Rebecca Troning. Bon, alors sur moi, l'album a très bien fonctionné. J'ai été pris par le courage de ces femmes. Je me suis renseigné ensuite sur Internet pour savoir ce qu'elles étaient devenues. Parce que je crois que c'est un peu le but de ce livre, c'est d'informer, d'émouvoir aussi, parce qu'on rentre vraiment un petit peu dans ce petit bout de vie des personnages et de donner envie d'en savoir plus. Donc, nonobstant, c'est la liberté, les femmes. Alors, est-ce que ça va de pair, les femmes et la liberté? Je crois qu'on a montré un peu l'exemple de ça. Bien, on va passer à monsieur Alain Bernard. On va dire Alain. Alain, bonjour Alain. Merci d'être venu nous voir pour présenter alors cette nouvelle édition du festival Bulle-en-Barrois qui se déroule. C'est toi qui déraille. Je déraille à Bar-le-Duc, à côté de Bar-le-Duc. C'est toujours le cas? Voilà. On va nommer, il se déroule à Finvel exactement. Finvel. Qui est un bourg de 2500 habitants quand même. Mm-hmm. Voilà. C'est juste à côté de Bar-le-Duc. Voilà, c'est juste à côté, mais c'est pas Bar-le-Duc. Ah, oui, voilà. On va mettre les choses au point. C'est le petit village irréductible à côté de Bar-le-Duc. Je dirais pas que c'est un petit village irréductible, puisque de toute façon on est à côté de Bar-le-Duc, donc on dépend de l'agglomération de Bar-le-Duc, mais finalement on travaille avec l'agglomération de Revigny-sur-Ornain. Ah, très bien. Voilà. D'accord. Avec la Copari, voilà, qu'on avait interviewé il y a 2 ans, je crois. Parce que là aussi, il se passe des choses dans ce petit village que je connais très bien, capitale de la fraise, de la Meuse. Cette petite ville. Faut pas les fâcher. Exactement. Voilà. Donc c'était aussi un bourg de 2700 habitants qui est finalement un gros partenaire du festival Bulle-en-Barrois. Très bien. Ce festival, je pense que tout le monde vous connaît les dates. Voilà. Donc, il se déroule en 2 parties, du 28 au 29 et 30 mars. Première partie, c'est le 28 mars, où 50% des auteurs interviennent en milieu scolaire. D'accord. Voilà. Et la deuxième partie, on appellera ça le Salon des auteurs, qui se déroule le 29 et 30 mars. D'accord. D'ailleurs, parmi nous, j'en connais qui ont déjà participé au Salon des auteurs. Alors, n'est-ce pas, Charles? Voilà. Bien, écoute, un excellent souvenir. Voilà. Vraiment, on était avec des auteurs belges quand j'y étais. Là, vraiment, on a passé des soirées extraordinaires parce qu'il y a la 3e mi-temps qui est toujours intéressante. Tu vois, paraît. Les auteurs reçoivent les visiteurs, mais après, on se retrouve entre nous. Et là, généralement, c'est chaud, quoi. C'est culturel. Voilà. C'est très culturel, c'est pas forcément local puisqu'on fait une paella, mais bon, c'est très culturel. L'ambiance sera la même cette édition-là? Oui, tout à fait, l'ambiance est toujours la même. Oui. On s'y attache, donc on veut que ce reste un festival, j'ai envie de dire, familial, convivial, où les auteurs se sentent très bien, se sentent soutenus. Voilà. Pour nous, c'est très important. Il y a combien d'auteurs? Une vingtaine. Voilà. C'est notre jauge maintenant. Sachant que, on est une association, on n'est pas financé ni par la SOFIA ni par le Centre national du livre, mais on les indemnise quand même. Voilà. Donc ça demande des moyens, et pour avoir des moyens, c'est compliqué. Dans le monde de la BD, tout le monde le sait. Voilà. Donc on se limite à 20 auteurs. Et cette année, on a décidé donc de mettre sous les projecteurs nos auteurs Grand Est. Grand Est. Voilà. Donc Champagne, Lorraine, Toul et Alsace. Champagne, Lorraine, Alsace. Le Gris de Toul, oui aussi. Je croyais que tu parlais. Non, mais je croyais que tu parlais de Pinard. Oh, pas tout le temps, non. Champagne, c'est vrai qu'il a commencé par Champagne. Sinon, il aurait pu dire Van Moselle, Champagne, Gris de Toul. Non, j'étais plutôt sur les régions. Mais effectivement, il y aura aussi Van d'Alsace, il y aura Champagne, il n'y a pas de souci. Alors, à boire avec modération, on le rappelle, bien sûr. Donc, oui, cette année, c'est une première pour un retour du festival BD de Finvel, puisque en 2024, nous ne l'avons pas tenu. Nous avons décidé de passer en biennale. Toujours pareil, l'usure des bénévoles, le financement, tout est compliqué. Oui, c'est ça, c'est pas simple de chercher, d'organiser tout ça, quoi. Donc pour ce retour, il y a longtemps que ça nous titillait, on dit mais pourquoi on ne ferait pas un spécial Grand Est? Ça a été facile de trouver les auteurs? Pas du tout. Pas du tout. Ouais. Voilà, contrairement à ce qu'on pourrait croire, pas du tout. De les trouver ou de les faire venir? De les faire venir. Ouais. Alors de les trouver, on en trouve puisque je crois que quand même que l'Est républicain s'attache beaucoup d'ailleurs à faire la promotion d'auteurs Grand Est sur les journaux.
RCN, puisque Ben oui, tout à fait. C'est un peu on notre. vous a un petit peu sollicité. Oui. Voilà. Alors non, c'est très compliqué de les faire venir. Là où c'est encore plus compliqué, j'ai envie de dire, c'est, puisqu'on parlait des femmes, c'est les illustratrices. Souvent, si elles sont jeunes, elles sont mères, elles ont des enfants, elles ne veulent pas laisser. Voilà. Donc c'est très compliqué de les faire venir. Et vos arguments pour les faire venir, alors un petit secret. Nos arguments, c'est déjà quand on est une association, oui. Que nous, ce qui nous importe, c'est que leur séjour se passe au mieux. Et puis, ce côté, intervention dans les écoles, le fait aussi quand même qu'on les indemnise, même si on n'est encore pas au tarif, on les indemnise quand même. Puis c'est un festival qui a plusieurs années, c'est pas... Ils sortent pas de terre. Voilà, c'est-à-dire que cette année, on fait la 4e édition. Voilà. Donc non, on ne sort pas de terre, mais bon, c'est vraiment, ça tient sur les épaules de tous les bénévoles, quoi. C'est ça. Combien de bénévoles dans l'association? Sur l'ensemble, on va dire actif, 35. D'accord. Ah oui. D'accord. Il en faut. Oui, on imagine, ouais. Voilà. Alors, quelques noms d'auteurs, non? Oui, bien sûr. Alors, quelques noms d'auteurs. Donc, ce festival sera sous la présidence de Gilles Mésomo. Ah oui. Qui est de Mancieules, qui est un fidèle au festival Bulan-Barrois. Mancieules, c'est la Meuse? C'est pas loin de... Non, c'est pas la Meuse, c'est la Moselle. La Moselle. Non, c'est la Meurthe-et-Moselle, Mancieules. Pardon, excusez-moi. Meurthe-et-Moselle. J'habitais, me semblait bien. C'est l'autre côté du village qui a 15 km de Mancieules. Donc voilà, je connais Meurthe-et-Moselle. C'est vrai que je cherchais un Meurthe-et-Mosellan. Je dis mince. Je cherchais, est-ce que j'ai des Meurthe-et-Mosellans dans mon équipe? Mais finalement, oui, j'en ai, parce qu'il y a Gilles. C'est toutes des bandes que je soupçonne des soutiens du FCMS. Donc, tu sais, bon. Voilà, donc c'est Gilles qui nous est fidèle, qui a fait l'affiche du festival, qui sera le président d'honneur, et on va consacrer une exposition de planches originales à Gilles Mésomo. En plus, vous aurez par exemple Manolo Prolo, pour ceux qui le connaissent. Ah oui, très bien. Voilà. On aura Benou, qui est lancéen. Qu'on a reçu ici. La liste est arrêtée, là, déjà? Oui, la liste est établie. Ah, très bien. Donc... je crois que je te l'ai transmise par message. Ah, je l'ai pas vu encore. Tout à l'heure, il y a 2 minutes. D'accord, ok, très bien. Benou, Manolo Prolo, donc nous avons Anne Teuf, nous avons Cyprien Hoth, qui vient de sortir sa première bande dessinée jeunesse. D'accord. Voilà, qui nous fera une activité escape game dans les écoles avec. Béatrice Revel, qui est de Strasbourg, qui est pareil, première BD jeunesse. Ok. Jean-François Kieffer, qui est meusien. Ah voilà, avec le petit loupio. Vraiment. Le petit loupio. Donc, très bien, là, on pourra voir toutes ces informations. On peut les avoir sur la page Facebook, il y a un site internet. Alors, je conseille plutôt la page Facebook et Opal BD. Et Opal BD. Opal BD. Ah oui, très bien. Qui est très bien ouvert, qui est très pratique, et voilà. Bien, merci beaucoup Alain. C'est moi qui vous remercie. On mettra tout ça aussi sur la page Facebook, les coordonnées, pour que tout le monde puisse avoir les bonnes informations. Voilà. Merci à vous. Et puis on va suivre de près. Merci. Francine. Bon, alors comme il ne me reste que 2 minutes, je vais faire très très vite. 3 minutes. Vas-y. Oui, 3 minutes. Wow. Au niveau de la guitare. Bien sûr que si, oui. Bah oui, Jimmy. Jimmy, évidemment. Jimmy. Donc Jimmy, parce que justement, on est en exergue de l'album dont je vais vous parler. On a justement All Along the Watchtower, qui est une chanson de Dylan, mais qui a été reprise par Jimmy. Donc mon gros coup de cœur, mais vraiment gros coup de cœur de ce mois, justement, c'est Billy Lavigne d'Anthony Pasteur, qui est sorti le 5 aux éditions Casterman. Alors, il en existe 2 versions, la version standard à 22 € et pour 5 € de plus, le coffret collector Canal BD, un tirage limité à 1000 exemplaires avec illustration exclusive comprenant 3 ex-libris pleine page. Alors, dans cet album, 2e opus d'une trilogie consacrée au western, Anthony Pasteur revisite le genre. Il nous avait déjà ébloui avec La femme à l'étoile, terrible huis clos dans les montagnes enneigées du Montana. Il nous emmène cette fois dans le nord du Texas, dans un paysage grandiose plombé par la chaleur et la lumière. Le bleu monochrome du précédent album va laisser la place à une explosion de couleurs, à des ciels tourmentés à la Van Gogh ou au bleu saturé des films en Technicolor. Ouvre les yeux, Billy. Tel un leitmotiv, cette phrase va rythmer le récit construit comme une ballade folk qui nous conterait l'histoire de Billy, ce jeune gardien de troupeau de 25 ans dont la mère a été retrouvée morte noyée dans la rivière. Accident, féminicide, et qui est son père? Ford, un puissant éleveur, ou Thorpe, un ancien ranger devenu son bras droit, qui tous deux ont bien connu sa mère et le considèrent comme leur héritier. Ouvre les yeux, Billy, le ciel est noir, ta mère est morte. Oh Billy,
Ouvre les yeux. Alors, dans le prologue, cette voix off qui accompagne une scène de chevauchée donne le ton du récit. Le texte est réduit à l'essentiel. On est vraiment dans le show tell me, show don't tell, une narration graphique où l'image prend toute sa place. L'histoire nous est contée par le cadrage, les jeux de regard, les non-dits, et nous entraîne au cœur même du côté sombre et fragile de l'âme humaine. L'auteur, à travers la quête identitaire de Billy, va déconstruire l'archétype du cow-boy et s'attaquer au virilisme et au patriarcat. Les femmes du récit qui semblent jouer les seconds rôles occupent de fait une place centrale. Alors, une fois de plus, Anthony Pastor nous aura montré son immense talent en nous livrant une partition narrative maîtrisée de bout en bout et une narration graphique époustouflante. Alors, il sera en dédicace à la parenthèse ce samedi 29 mars de 15h à 19h. Il reste quelques créneaux disponibles. Inscrivez-vous vite à la librairie ou par mail. On vient de voir le titre. Billy Lavigne. Le héros qu'on a entendu, il a quel âge? 25 ans. Ah oui. Oui. La personne qui l'a... Voilà. Alors, dans le même... Il me reste combien de temps, là? 1 minute? Non, pas de temps. Alors bon, je vous parlerai des deux autres. Je suis désolé, j'ai un peu cafouillé dans mon déroulé. Pardon, Francine. Alors, je vous garde les deux pour la prochaine fois. Ouais, très bien. Désolé. Les deux autres. Je vous remercie quand même, toutes les amis. Merci Alain. Merci à Frédéric Pontarolo aussi d'avoir répondu. Et puis, nous, on se donne rendez-vous le mois prochain pour une autre thématique. Et puis, sinon, dans les rendez-vous à la parenthèse, dans les salons de l'Hôtel de Ville pour le livre d'ailleurs, et à Bulle-en-Barrois, à Finvel. Voilà, vous êtes les bienvenus. Les bienvenus. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org